Tu as dit que ça commençait à changer. J'irais même jusqu'à dire que ça a complètement changé. Donc s'il y a, malheureusement, un petit côté positif, c'est que le monde s'est réveillé face à l'hypocrisie, à la complaisance que nous, anciens colonisés, avions accordée à l'Occident. Ce sentiment de « d'accord, nous sommes dans une nouvelle ère, post-coloniale, nous travaillons tous ensemble, nous comprenons votre programme libéral, vous allez collaborer avec nous. Oui, vous avez fait la guerre ici et là, mais vous nous disiez que c'était pour répandre la démocratie, la liberté, et ainsi de suite. Oui, nous y avons cru. Je pense que c'est clair maintenant. Et comme je l'ai dit, s'il y a un aspect positif à tout cela, c'est que le monde s'est réveillé. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle avec Chandran Nair, un homme d'affaires et chercheur malaisien. Il est le fondateur du Global Institute for Tomorrow, un groupe de réflexion indépendant basé à Hong Kong et à Kuala Lumpur. Chandran, bienvenue sur la chaîne. Merci, Payal. C'est un plaisir de reparler avec vous. C'est un plaisir de vous avoir ici, car vous figurez sur plusieurs de mes listes de diffusion, ou bien vos analyses me parviennent par différents canaux. Je pensais que nous pourrions commencer par parler un peu de votre approche de la géopolitique, puisque vous travaillez réellement dans ce domaine, n'est-ce pas? À un niveau professionnel. Vous avez également une activité de conseil, et vous collaborez avec des clients qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement, et qui ne s'intéressent pas beaucoup au cadrage médiatique général, lequel, surtout en Occident en ce moment, atteint un niveau insensé. Pourriez-vous donc nous donner un aperçu de la manière dont vous abordez la géopolitique? Mon intérêt pour la géopolitique, comme tu l'as appelé, s'inscrit dans une perspective d'équité et de développement. Ma compréhension, pour faire simple, est que la géopolitique actuelle est façonnée par les empires du passé, les puissances impérialistes d'autrefois et les puissances hégémoniques d'aujourd'hui, comme les États-Unis et d'autres, qui tentent de s'accrocher à leurs privilèges, essentiellement accumulés au cours des 500 dernières années de colonisation européenne. Je veux dire, il faut se rappeler que l'Europe a essentiellement colonisé l'Amérique du Nord, qui est devenue les États-Unis et le Canada, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Et la géopolitique actuelle, comme on peut le constater, est, pour le dire crûment, une tension entre une petite partie du monde appelée le soi-disant Occident. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Il a été inventé par les médias occidentaux. Vous savez, chaque fois qu'ils veulent dire « Oh mon Dieu, nous devons nous méfier de ces autres ». Mais ces autres représentent en réalité 85% du monde. Nous avons donc aujourd'hui une tension entre les empires coloniaux hégémoniques du passé qui tentent de conserver leur pouvoir. C'est ainsi que je le vois. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces tensions géopolitiques, que je définis comme le désir de préserver un pouvoir ancien, influencent et provoquent des guerres, déstabilisent de nombreux pays et les empêchent de prospérer. Les tarifs douaniers sont une forme de guerre, presque le dernier recours des Américains pour, en somme, déstabiliser le monde et conserver ce qu'ils considèrent comme leurs droits. L'Amérique d'abord. Voilà comment je le perçois. Je m'intéresse donc davantage à la manière dont l'Indonésie, avec une population de 280 millions d'habitants, peut-être 350 millions d'ici 50 ans, va se développer. Et comment la géopolitique que j'ai décrite va-t-elle freiner ce développement? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une géopolitique qui ne l'entrave pas. Comment l'Inde, avec la plus grande population du monde, sur un territoire qui représente un tiers de la taille de la Chine, est confrontée au changement climatique et à des menaces existentielles, va-t-elle naviguer dans cet avenir? Si les États-Unis disent maintenant, eh bien, vous n'êtes pas les gentils,
Ou si l'Europe dit « Vous achetez de l'énergie russe, donc nous devons vous imposer ceci ». Comment cela fonctionne-t-il? Et comment l'Afrique, qui possède les terres arables les plus vastes du monde, va-t-elle se développer et devenir un grenier alimentaire, d'abord pour elle-même, et se libérer des chaînes des institutions coloniales et autres, qui continuent d'imposer tant de contraintes aux nations africaines et à leur développement? Et enfin, je m'intéresse à la géopolitique à partir du livre, du point de vue de la décolonisation des esprits de ceux qui ont été colonisés. J'ai écrit un livre à ce sujet sur la décolonisation des esprits des élites de notre région du monde, qui sont totalement désorientées parce qu'elles ont été élevées dans la croyance qu'il existe un ordre mondial et que cet ordre mondial est simplement fondé sur l'Occident. Je pense qu'elles sont en retard sur leur temps. Nous ne disons pas qu'il faut remplacer ou évincer l'Occident, mais plutôt créer un ordre géopolitique fondé sur l'équité, où 15% du monde ne dicte pas aux 85% restants, qui ne sont pas parfaits d'ailleurs, à quoi le monde devrait ressembler. C'est un cadrage très bon et très utile. Il est également intéressant que vous disiez que la géopolitique est en gros ce que fait l'Occident pour freiner le développement des autres, et qu'il faut savoir comment s'y orienter. Vous savez, Richard Sakwa, le professeur Sakwa, n'utilise pas le terme « Occident collectif », mais il parle de « Occident politique » pour décrire le groupe de pays qui collaborent généralement au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart même avant cela. Et ce sont bien sûr tous d'anciennes puissances coloniales, la plupart d'une manière ou d'une autre, principale ou secondaire. La Suisse, une entreprise coloniale tertiaire. Mais comment voyez-vous l'évolution actuelle? Parce que la géopolitique peut aussi être comprise comme la manière dont la planète, dont la politique mondiale évolue. Et nous avons observé des changements assez fondamentaux dans la façon dont le Sud global est désormais capable de dire « Non les gars, simplement non ». Oui, alors ce qui se passe, et si l'on regarde particulièrement la montée de l'actuelle administration américaine, je n'aime pas nommer le dirigeant de cette administration, car cela ne ferait que donner de l'oxygène à son nom. Mais il faut comprendre que la nature presque d'extrême droite, voire presque fasciste, de l'actuelle administration américaine n'est pas arrivée au pouvoir par un coup d'État militaire. Ces gens sont arrivés au pouvoir parce qu'un grand nombre d'Américains les y ont placés. Ils se sentent enhardis parce qu'ils détiennent une grande part du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, et toi en tant qu'Européen basé au Japon, tu le comprendras, c'est de voir comment l'équilibre est en train de changer dans la nature de l'allégeance européenne envers les Américains, n'est-ce pas? Donc pour une grande partie du monde, le reste du monde, je pense pouvoir parler du point de vue de l'Asie. Nous avons tous été colonisés. 95% de l'Asie ont été colonisés, sauf peut-être la Thaïlande, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Et le Bhoutan. Et le Bhoutan. Donc nous comprenons cela. Beaucoup d'entre nous restent encore subordonnés, la majorité, car la capture de l'esprit s'enracine profondément après 4 siècles. Mais nous avons commencé à comprendre que l'Europe avait réalisé que l'Empire était terminé et qu'elle devait devenir un acteur à part entière. Je pense qu'elle a mal calculé en se contentant de rejoindre les Américains pour s'opposer à la Chine. Mais ce mouvement contre la Chine relevait en réalité d'une peur économique, pour la première fois en 400 ans. Une civilisation non caucasienne s'est tournée vers l'Occident et a dit « Bonjour, je suis là ». Et ensuite, ils ont utilisé ce que je considère comme de la xénophobie, du racisme, et ainsi de suite. Et soyons honnêtes, la colonisation portait aussi sur la question raciale. Je décris cela dans mon livre sur le démantèlement du privilège blanc mondial. Il s'agit de pouvoir économique. C'est d'ailleurs ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud.
Nous pensions que les Européens avaient compris, mais dès qu'ils ont trouvé un allié dans le membre le plus important de ce groupe de colonies européennes, les États-Unis, qui sont devenus si puissants à la fois économiquement et militairement, ils ont dit « Hey, voici les ennemis, nous pouvons encore conserver notre pouvoir ». Et ils ont suivi les Américains. Qu'il s'agisse des guerres au Moyen-Orient ou des sanctions contre tel ou tel pays, ils restent tous soudés. Alors si l'on regarde le reste du monde, que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine, on entend « Hey, puis-je le dire, ces nations blanches s'unissent toujours ». Qu'est-ce qui les rassemble? C'est une question de tribu. Et quelle est cette tribu? Tu vois, quel est le lien? C'est la colonisation. Nous sommes supérieurs. Nous contrôlons les ressources du monde. C'est de cela que je parlais, de ce qu'est la colonisation. Et donc, ils ne peuvent pas permettre que ce privilège soit érodé d'une quelconque manière. C'est profondément ancré dans leur psyché. Et puis, il y a d'autres raisons qui leur permettent de le justifier moralement. Tu sais, les païens, les peuples primitifs. Nous devons leur apporter la religion et la civilisation. Donc l'Europe, à mon avis, vous savez, beaucoup de gens ici pensent que l'Europe, avec ses longues traditions civilisationnelles et tout le reste, se transformerait. Mais ce n'a pas été le cas. Et je conclurai en disant qu'il suffit de regarder comment les dirigeants européens actuels, y compris le chef de l'OTAN, qui appelle le président des États-Unis « papa » devant un public mondial, le vénère. Et récemment, alors que l'actuel président des États-Unis se rend à Gaza et parle de paix, ce dont nous pourrons discuter plus tard, on voit le Premier ministre britannique à ses côtés, d'un air gêné, et à un moment même tourné en dérision par le président, puis s'avançant comme un petit garçon. On voit donc un nouvel ordre impérial, dans lequel les États-Unis dictent essentiellement leur conduite à l'Europe. Une Europe qui devrait savoir mieux et ne devrait pas se réarmer comme elle le fait. Je veux dire, il y a 10 ans, si on m'avait dit que l'Union européenne abandonnerait son projet, qui portait entièrement sur la paix, pour se réarmer, je ne l'aurais pas cru. Et que les Européens voudraient réellement que les Allemands s'arment de cette manière, que les Allemands eux-mêmes se réarment, en soient fiers, et aient un dirigeant aussi déterminé à dire « Nous sommes une puissance militaire, nous allons faire tout cela ». Nous aurions pensé « Non, cela n'arrivera pas ». Et lorsque j'en discute avec mes amis allemands, je rejette ce changement. Eux aussi pensent que nous devrions devenir une puissance militaire. Il y a 10 ans, aucun d'entre eux n'aurait souscrit à cela. Je pense donc que c'est un moment important pour discuter de la manière dont l'Europe est devenue complètement un satellite, une sorte de coalition de nations, de l'arrogance et des ambitions militaires des États-Unis. Je suis très heureux que tu l'exprimes en des termes aussi clairs. C'est exactement comme cela que je le vois aussi. Une partie du travail consiste à expliquer comment cela s'est produit, comment cette vassalisation et cette subordination totale, non seulement des institutions, mais aussi d'une grande partie des esprits, ont eu lieu. C'est ironique, car c'est précisément ce que les Européens ont fait au monde qu'ils ont colonisé. Et maintenant, ils sont à leur tour contre-colonisés et utilisés comme un outil. On peut déjà voir comment l'Ukraine est devenue la pointe de lance de cette partie colonisée de l'Europe. N'est-ce pas? Et juste une chose, je me demande, puisque tu connais ces gens depuis un certain temps, parce que tu as interagi avec eux au Club de Rome et au Forum économique mondial. Peut-être faut-il d'abord comprendre le concept de colonisation. Les Européens comprennent le colonialisme d'une manière vraiment étrange. Pour la plupart des Européens, le colonialisme ressemble à une forme de féodalisme. Nous savons tous que cela existait, nous savons que c'était mauvais, mais nous pensons que cela s'est arrêté il y a des millions d'années. On le considère comme appartenant à un passé lointain. Alors pourquoi une personne raisonnable, dans l'Europe et l'Amérique du Nord d'aujourd'hui,
éclairée, tournée vers l'avenir et inclusive, où coexistent des cultures noires, blanches, asiatiques et métissées, décrirait-elle cela comme colonial? Pourriez-vous peut-être nous éclairer un peu à ce sujet? Eh bien, c'est un terme simple, avant que ce ne soit du déni. Très peu d'entre nous veulent accepter notre passé, surtout lorsqu'il est entaché de colonisation, de crimes, de génocide, d'exploitation. Nous ne le voulons pas. Et ensuite, nous disons, mais c'était dans le passé. Et c'est bien si nous pouvons alors dire, plus jamais. Vous savez, jusqu'à il y a environ 1 an et demi, j'allais souvent en Europe. J'ai beaucoup d'amis européens, des amis du monde entier. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'Allemagne, car je pensais que les Allemands montraient au monde que lorsque l'on commet un crime, on se lève et on dit « nous avons fait cela et nous en sommes désolés ». Et je pense que les Allemands l'ont fait de manière exemplaire en ce qui concerne l'Holocauste. Oui, mais ils ont abandonné tout cela maintenant quand il s'agit de Gaza. Je pense qu'il y a quelque chose de profond dans la psyché européenne qui a un aspect performatif, dire « oui, nous avons fait certaines choses, mais c'était il y a si longtemps, c'est fini ». Mais en réalité, il était acceptable de dire cela parce qu'ils étaient à l'aise dans l'idée qu'ils contrôlaient encore le monde, n'est-ce pas? Ils contrôlent encore l'Afrique. Je veux dire, ceux qui s'y intéressent peuvent aller voir comment fonctionnent les monnaies africaines et tout ce qui s'y rattache. Et ensuite, ils commencent à dire que la Chine est la nouvelle menace. Ceux qui savent vraiment peuvent aller faire des recherches à ce sujet. Ils font cela surtout en Afrique francophone. La présence française en termes de supervision et même de politique monétaire reste française. Donc ils font cela. Et puis, il y a la colonisation douce, celle qui au monde. C'est toujours lié, vous savez, si vous êtes un empire britannique, c'est le système éducatif anglo-saxon, les systèmes financiers, tout cela. J'en parle dans mon livre en termes de démantèlement du privilège blanc mondial, car c'est essentiellement tissé dans tout le tissu de l'ère postcoloniale. Ce sont toutes les institutions du monde, l'architecture financière, l'éducation, et même jusqu'à la manière dont on parle souvent en anglais, etc. Ainsi, les Européens et les soi-disant Américains libéraux étaient très heureux de dire que tout cela appartenait au passé. Et nous voulions tous le croire. Bien sûr, nous voulons tous le croire. Nous voulons dire, d'accord, c'était dans le passé, passons à autre chose. Et je pense que la prise de conscience, du moins pour des gens comme moi, depuis longtemps, a été que tout cela est superficiel. C'est pour cela que j'ai écrit le livre, n'est-ce pas? Superficiel. Mais je vais vous dire, ce que Gaza a fait, c'est enlever toute illusion selon laquelle d'autres dans le monde pouvaient dire. En réalité, ils pensaient ce qu'ils disaient, qu'ils construisaient un nouvel ordre libéral. Ce que Gaza a fait, c'est exposer l'illusion qu'une véritable transformation avait eu lieu, en particulier en Occident, qu'il était prêt à dire « Nous allons nous associer au reste du monde. Nous pouvons avoir certaines divergences. Ce que Gaza a malheureusement montré, c'est que vous pensiez que nous avions changé, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours les mêmes, car nous ressentons encore le besoin de protéger les droits d'une petite minorité appelée les Occidentaux, qui ont autrefois colonisé de nombreuses régions du monde. Si les troupes n'étaient plus sur le terrain, nous avions au moins l'architecture nécessaire pour le faire. Et à Gaza, nous avons vu le côté le plus brutal de ce qui était essentiellement la dernière résistance d'une communauté de colons blancs, disant « Nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits sur une terre qui a été colonisée et qui est la nôtre. » Et cela a été soutenu. L'idéologie de la suprématie blanche a refait surface de la manière la plus brutale et s'est essentiellement manifestée par un génocide. Le monde s'est réveillé.
Il y a encore quelques mois, la plupart des nations européennes n'osaient même pas dire qu'il s'agissait d'un génocide, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, les Américains, les Français, les Britanniques ne l'ont pas qualifié de génocide. Je pense donc que c'est ce décryptage qui a eu lieu et que le reste du monde en a pris conscience. La question pour l'Europe et les États-Unis, une fois que tout cela se sera apaisé, et cela ne pourra pas effacer le génocide malgré tout le battage autour de la paix, est la suivante. Bien sûr, les tueries se sont, espérons-le, arrêtées, mais c'était un génocide. La question est de savoir si ceux qui ont commis ce crime seront jugés, comme à Nuremberg. Et le monde assistera-t-il à une véritable reddition de comptes? Si ce n'est pas le cas, et il est probable que ce ne le soit pas, alors le monde dira « Très bien, cela a tout changé ». Cela montrera qu'il n'existe aucune capacité au sein des institutions mondiales à tenir l'Occident pour responsable, à le mettre sur le banc des accusés et à dire « Vous devez payer pour ces crimes ». Et c'est toujours la même histoire. Vous savez, quand on gagne, on écrit les règles. Et quand on ne gagne pas, on ne les écrit tout simplement pas. Donc vous savez, l'Allemagne a payé un lourd tribut parce qu'elle a perdu. Mais le vainqueur, c'était l'Occident. Et dans ce cas, si à Gaza, un crime de guerre, un génocide a été commis, qui sont les vainqueurs ici? Les artisans de la paix sont apparemment les mêmes que ceux qui ont commis le génocide. Donc ils ne vont pas, vous savez, traduire leurs propres institutions en justice, appeler cela la haie, etc. C'est une sorte de convulsion totale, une crise de conscience qui, je pense, divise profondément beaucoup de gens en Occident. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Le fait que les gens en Europe et aux États-Unis ne pourront pas s'en remettre au cours des 20 ou 30 prochaines années. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, que vous soyez européen ou américain, et que vous ne vous êtes pas exprimé contre le génocide, vos enfants vous demanderont dans 20 ans « Hey, maman, papa, qu'avez-vous fait ?» Parce que cela restera dans l'histoire, comme le génocide du XXe siècle. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres horreurs dans le monde, bien sûr. Mais ce n'est pas une excuse. C'est le dernier sursaut d'une communauté de colons blancs disant « Nous sommes les premiers et nous ferons tout pour conserver notre pouvoir ». En un sens, c'est aussi un moment de grande clarté, n'est-ce pas? À propos de la trajectoire des choses. Parce que si on y réfléchit, le génocide des peuples autochtones d'Amérique du Nord est essentiellement présenté comme une sorte de grippe, non? Tu sais, malheureux. Mais c'est arrivé. Les autres génocides, disons, sur le continent australien, ne font plus vraiment partie de la conscience mondiale. Ils sont désormais relégués au bas de page. Le pied de page d'un email, dans certains courriels universitaires. C'est du genre « Je reconnais les terres tribales », bla bla bla, ce qui pour moi représente la dernière et ultime étape du génocide. Celle où l'on se purifie de la culpabilité du passé. Mais en avançant, nous avons ensuite eu la guerre froide, pendant laquelle une bonne partie du monde lentement décolonisé disait déjà « Nous ne voulons pas faire partie de cela ». Nous avons eu notre propre mouvement des non-alignés, avec ses hauts et ses bas. Puis est venu le moment unipolaire, durant lequel il régnait vraiment un sentiment d'impunité du côté occidental, menant au bombardement de la Serbie, à l'invasion de l'Irak, au bombardement et au démantèlement de la Libye, de la Syrie, bref, de tout le Proche-Orient. Mais il y a toujours eu ce voile d'humanitarisme qui recouvrait tout cela, avec des notions comme la responsabilité de protéger. Vous savez, cette capacité, ce pouvoir de façonner le discours mondial dans une perspective très occidentalo-centrée et intéressée. Et cela, à mon sens, semble s'être définitivement dissipé avec Gaza, avec le génocide. Comment percevez-vous cette progression des crimes contre l'humanité et le fait qu'il devient de plus en plus difficile de les dissimuler?
Oui, je veux dire, vous savez, il faut, puisque nous parlons de ce moment et du crime de le replacer à Gaza et dans son contexte, vous savez, pour vos téléspectateurs, je veux juste être clair. Je ne dis pas que d'autres choses terribles ne se sont pas produites dans d'autres sociétés. Mais j'ai dit, et c'est aussi dans le livre, qu'en termes de durée, d'ampleur et d'intensité de la violence, rien n'égale l'échelle des conquêtes menées par les Européens à travers le monde. En remontant à l'Amérique latine, des Incas jusqu'aux, comme vous l'avez dit, Amérindiens, et ainsi de suite. Rien n'est comparable. Et on le voit encore pendant la Seconde Guerre mondiale et tout cela, les guerres du Vietnam. Aucun pays au monde n'a agi à une telle échelle. Les 70 dernières années ont été dirigées par les États-Unis, soutenues par les Européens. Nous l'avons vu depuis Hiroshima et Nagasaki, des crimes de guerre selon n'importe quelle norme. Tout cela, comme tu l'as dit, n'est plus que des notes de bas de page maintenant, comme si ces gens-là étaient les méchants. Donc, pour en revenir à ton point, je pense que ce déni existe parce qu'ils appellent cela l'histoire, puisque notre histoire à nous n'a pas encore été écrite. Moi, je dis qu'il y a notre histoire et il y a son histoire, sa version, pas la mienne. Je pense à son au sens de l'histoire de l'homme blanc. Oui, on pourrait aussi dire son histoire pour être neutre en genre. Mais ce n'est toujours pas notre histoire. Si tu regardes bien, il y a très peu de livres écrits par les victimes de 400 ans de colonisation qui décrivent tout cela. Il y en a quelques-uns que les gens connaissent peut-être. Et même ceux-là ont pour la plupart été écrits par des Européens et des Américains. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gens de cette partie du monde, l'Afrique et ainsi de suite, écrivent leurs propres livres, mais ils apparaissent pas sur les listes des meilleures ventes parce que le New York Times ne s'y intéresse pas. De temps en temps, ils publient quelques titres. Ce qui s'est passé, c'est que les événements à Gaza et ce qui s'est passé avec la Chine, le conflit, les tensions, ont vraiment ouvert les yeux du monde sur le fait que, mon Dieu, ces gens n'ont pas changé. Et je le dis en termes simples. Donc, pour répondre à votre question, je fais partie de quelques organisations internationales. Et oui, vous pouvez imaginer que ces organisations sont généralement dominées par des Européens et des Américains, ce qui en dit long encore une fois. 15% du monde. Et pourtant, ils dominent le discours. Ils dominent aussi les récits, parce que des gens comme nous sont censés être subordonnés. Et nous parlons maintenant d'organisations comme le Forum économique mondial, n'est-ce pas? Tous, n'est-ce pas? Ils sont dominés. Donc, quand Gaza apparaît, il y a quelques personnes comme moi. Et il faut comprendre que beaucoup d'élites asiatiques et africaines n'ont toujours pas la confiance nécessaire pour parler de ces sujets. Elles sont soumises. Les élites asiatiques, en particulier les dirigeants d'entreprises et ainsi de suite, sont très soumises. Elles peuvent être extrêmement riches, mais elles peuvent être punies si elles vont à l'encontre du récit dominant. J'ai dit que beaucoup d'élites asiatiques, politiques, universitaires et économiques, sont essentiellement soumises et recherchent l'association, ainsi que les privilèges qui accompagnent ces associations, avec les institutions occidentales. Vous savez, quand on sort de Harvard, on ne va pas l'appeler la société de la Terre plate. Vous n'allez pas faire cela parce que vous en raffolez. Et c'est inconscient pour certains, conscient pour d'autres. C'est un geste calculé, car ils savent qu'ils seraient punis autrement. Mais pour beaucoup, c'est profondément enraciné. Ce que beaucoup d'Occidentaux ne comprennent pas, c'est comment cette soumission fonctionne réellement. C'est une colonisation totale de l'esprit, et je la décris dans mon livre. Ce qui se passe ensuite, c'est que les élites occidentales se disent « Eh bien, ils nous soutiennent tous ». Pour revenir aux associations auxquelles j'appartiens, sur Gaza par exemple, j'étais l'un des rares Asiatiques prêts à prendre la parole. Je connais des Asiatiques issus des élites,
des commentateurs qui ne veulent pas écrire à ce sujet parce que leur salaire, leurs conférences et ainsi de suite, les plus gros cachets, sont liés aux institutions occidentales. Personne ne veut entendre parler de ça lors d'une conférence financière. Moi, oui, et j'en ai écrit. Mais cela a provoqué un grand malaise dans les associations auxquelles j'appartiens, où Européens et Américains se sont invariablement tus. Oui, les élites, les personnalités connues, je ne les nommerai pas, sont soit effrayées, soit elles ont cette peur et soutiennent d'une certaine manière l'idée que le génocide de Gaza n'en est pas un à cause de ceci, cela, ceci et cela. Et puis vient cette fameuse question, soutenez-vous le Hamas? Tu sais, la question faite pour tuer toute discussion, n'est-ce pas? Alors ils sont complètement partagés et ne savent pas quoi faire. So they are completely conflicted and don't know. So to your point, I was just this week. Donc pour rebondir sur ton propos, justement cette semaine, j'étais dans un échange de groupe et j'ai dit la même chose que toi. Le conflit à Gaza n'est pas quelque chose pour lequel je ressens le besoin de suivre un récit particulier. Un récit dont les Européens ont tellement peur que dès que tu critiques Israël, les sionistes et la base évangélique aux États-Unis qui croient au retour de Jésus et à tout ce genre de choses, on te colle l'étiquette d'antisémite. Je leur rappelle que je viens d'Asie. Mes parents sont nés sous la domination coloniale britannique. Les privations du régime colonial les ont conduits dans différentes parties du monde. Je ne dis pas que l'Inde était parfaite, mais l'Inde n'a pas décliné, et de nombreux ouvrages en parlent aujourd'hui, de la manière dont la colonisation a essentiellement pillé la nation. Alors, je suis asiatique. Autant que je sache, mon histoire, notre histoire, pas son histoire, les Asiatiques n'ont pas tué 6 millions de Juifs. Les Européens l'ont fait. Alors ne me traite pas d'antisémite. Cela me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Tu ne peux pas m'intimider avec ce cliché. Mais les Européens, eux, ont tous été intimidés par cela. Dès que tu dis à un Européen ou à un Américain « tu es antisémite », tout le monde se cache. Tu ne peux pas me faire ça. Et j'ai ensuite fait remarquer que l'Holocauste a été l'un des pires crimes, mais qu'il fait partie de plusieurs autres commis au cours de 3 ou 4 siècles à travers le monde. Les Amérindiens ont été traités comme une grippe. Très peu de gens savent combien d'Amérindiens ont été tués. C'est très intéressant, on ne connaît pas ces chiffres. Il faut faire des recherches. Mais si vous parlez du nombre de personnes tuées en Chine à une certaine époque, ils peuvent vous dire, à 2 décimales près, combien ont été tués. Ou si vous voulez parler du Rwanda, ou de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans en Inde, ils ont tous les chiffres. Mais quand il s'agit du génocide en Amérique du Nord ou en Australie, il n'y a pas de chiffres, rien n'est fait. J'ai donc mentionné que, aussi terrible que soit l'Holocauste, il ne fut qu'un des nombreux crimes à grande échelle commis par les Européens contre d'autres peuples ou contre des minorités qui menaçaient leurs projets, qu'il s'agisse de dominer les ressources ou les économies. Et cela a provoqué pas mal de remous dans la discussion que j'avais avec ces personnes. Tu sais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je vais maintenant te demander ce que cela signifie pour les développements actuels dans le Sud global, en particulier en Asie. Mais avant cela, juste une chose, c'est encore pire à mon sens. Parce que ce que cette mentalité coloniale et colonisatrice occidentale traditionnelle a fait, c'est de prendre le poids de l'horrible Holocauste contre les Juifs d'Europe, de le retourner comme un mouvement de judo et de s'en servir pour justifier le suivant. C'est désormais le point unique d'intégration autour duquel se rassemblent tous les partisans du génocide de Gaza, en disant « Regardez, ces Moyen-Orientaux à la peau brune, ces Asiatiques de l'Ouest, ceux à qui on a volé la terre, dépouillés et opprimés depuis 100 ans, ce sont eux les nazis. Et nous sommes anti-nazis, donc nous sommes contre eux. »
C'est vraiment, vraiment malsain. C'est un retournement vraiment malsain, mais il permet de garder l'espace mental de la partie du monde qui a commis le génocide propre. Non seulement propre, mais il en fait même une vertu. Et je pense que cela devient de plus en plus évident pour les observateurs, n'est-ce pas? Ils disent maintenant, regardez, nous avons connu ce genre de brutalité et de cruauté, la partie survivante du globe qui a vécu le colonialisme, parce qu'il y a aussi la partie qui ne l'a pas vécu. Encore une fois, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie auraient une apparence physique différente. Je veux dire, les traits des gens seraient différents aujourd'hui, physiquement différents, comme toi et moi sommes physiquement différents, si ce n'était pas pour le génocide réussi contre eux. Maintenant, ceux qui ont survécu le savent. Mais est-ce que cela change, pourtant? Parce que tu dis que l'esprit reste, dans une large mesure, colonisé dans le Sud global. Où en est-on aujourd'hui? Donc je pense, comme vous l'avez dit, que les choses commencent à changer. J'irais même jusqu'à dire qu'elles ont complètement changé. S'il y a, malheureusement, un petit côté positif, c'est que le monde s'est réveillé face à l'hypocrisie. La tolérance que nous, anciens colonisés, avions accordée à l'Occident, en pensant, d'accord, nous sommes dans une nouvelle ère post-coloniale, nous travaillons tous ensemble, nous comprenons votre agenda libéral, vous allez collaborer avec nous. Oui, vous avez fait la guerre ici et là, mais vous nous disiez que c'était pour répandre la démocratie, la liberté, et ainsi de suite. Oui, nous y avons cru. Je pense qu'il est désormais clair, et comme je l'ai dit, s'il y a un côté positif à tout cela, c'est que le monde s'est réveillé. Pour ma part, je suis très heureux que cela ait été, si je peux l'appeler ainsi. Oui, l'une des choses positives, si l'on peut même employer ce mot, qui soit sortie de tout cela. Je dis souvent, un peu ironiquement, que j'aime Donald Trump, c'est la première fois que je le mentionne, le président des États-Unis, parce qu'il nous a rendu un service en disant « Je suis un suprémaciste blanc. Mon pays est essentiellement dominé par une idéologie suprémaciste blanche, démocrates et républicains confondus. Nous sommes unis lorsqu'il s'agit de nous opposer au reste du monde. Quiconque se dresse contre nous, qu'il soit chinois, palestinien ou vénézuélien, nous sommes aux commandes. Et maintenant, nous avons aussi les Européens de notre côté, et nous les avons pris sous notre contrôle. Alors le reste du monde dit, d'accord, c'est très clair, et c'est la bonne chose qu'il a faite. Il a fait tomber le masque, cette sorte de façade du libéralisme, qui était devenue si sophistiquée, devenue une véritable industrie, avec toutes ces belles institutions et agences qui allaient aider les pauvres asiatiques et africains. Pour reprendre ton idée, tu sais le truc du sauveur façon Tarzan et Jane. Nous irons en Afrique, nous parlerons aux singes, car ils sont là depuis l'aube des temps, depuis l'apparition des êtres humains sur le continent. Mais nous, Tarzan et Jane, nous savons comment leur parler, et nous viendrons vous sauver. Et cette mentalité, eh bien, beaucoup d'Asiatiques y ont cru, parce que nous avons grandi en regardant Tarzan et Jane. Nous avons grandi en regardant, comment dire, John Wayne, Civilization et Sitting Bull. Nous avons grandi avec tout cela. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le monde a dit, c'est fini, nous comprenons maintenant. Et cela a été la seule lueur d'espoir, issue de la brutalité de ce que nous avons vu à Gaza, mais aussi de ce que nous avons observé avec la guerre d'usure constante menée contre toute nation prête à dire « Nous avons une autre vision de la manière dont le monde devrait être et de notre propre développement. » À l'heure actuelle, au cours des 10 dernières années, la seule nation qui a su tenir tête est la Chine. Et je sais que vous parlez beaucoup de la Chine également. Je pense donc que c'est là le résultat. Et le monde a changé. Pour ceux que cela intéresse, mon bon ami Pankaj Mishra a écrit un excellent livre intitulé « Le monde après Gaza ».
J'ai moi-même rédigé quelques articles, mais il y en a beaucoup d'autres. Très peu d'intellectuels occidentaux ont été prêts à s'exprimer, à part des personnes comme Jeffrey Sachs et quelques autres qui ont pris la parole sur ce sujet. L'intellectuel public occidental a disparu. Je veux dire, ils sont toujours là. Ils ne sont juste plus sur les ondes, n'est-ce pas? Ils sont sur ce genre de podcast, parce que c'est l'espace où tu peux aller. Ils n'ont aucun espace. Ceux qui s'expriment ont été essentiellement marginalisés. Ils ne peuvent pas passer sur la BBC ou CNN parce que Porks. Tu sais, ce qui est fascinant dans l'époque que nous traversons, c'est que le libéralisme de cette société soi-disant libérale est tellement autocratique qu'il parvient même à se débarrasser des anciens hauts responsables. Désolé pour faire la transition. J'ai reçu sur cette chaîne l'ancien chef militaire de l'OTAN, Harald Kujat, le dirigeant militaire allemand, pas le civil, le militaire, d'accord? Et ce type a été très France, disant que ce que nous faisons en Europe avec la Russie est suicidaire. Parce que regarde, si nous déployons nos troupes jusque là-bas et que nous les ostracisons, alors bien sûr qu'il y aura la guerre. Évidemment, naturellement. Ce type ne peut pas. Il m'a littéralement dit, j'ai été invité à une émission de télévision. Je leur ai dit, tu comprends, je suis persona non grata. Le type m'a répondu, non, c'est bon, on te veut. Puis il reçoit un appel le soir même disant, désolé, c'est annulé. Et là, il me dit, en fait, tu es vraiment persona non grata à ce point-là. Et cet espace est si étroit. Deux choses cependant. D'abord, comment évalues-tu cette guerre structurelle entre la Russie et l'Occident, ou l'Occident politique? Y a-t-il aussi, selon toi, une composante coloniale? Et ensuite, comment les pays du Sud global gèrent-ils cela? Je veux dire, tu as dit que les gens ont encore peur, etc., mais cela va bien provoquer un changement, non? Cela doit déjà conduire à repenser la manière d'interagir avec cet Occident politique. Oui, enfin, je veux dire, je n'ai jamais prétendu être un expert de la longue histoire des relations entre la Russie et l'Europe. Mais je peux dire que je suis cette question depuis une quinzaine d'années, pas seulement sous l'angle de l'Ukraine, mais dans son ensemble. Je ne peux pas citer le nom de l'entreprise, mais j'ai siégé au Conseil consultatif mondial d'une très grande entreprise allemande pendant environ 6 ou 7 ans. Il y a environ 8 ans, nous avons eu une réunion du Conseil et je me souviens que le président avait dit que la montée des tensions entre l'Europe et la Russie serait une crise totale pour l'Allemagne à cause de l'énergie et que c'était la chose la plus absurde que nous faisions et qu'il fallait trouver un moyen de négocier. Je dirais que le moment est intéressant car tant qu'il y avait des adultes dans la pièce, comme Angela Merkel, il y avait davantage de dialogue avec la partie russe, avec Poutine. Mais je ne sais pas exactement combien de mois, mais quelques mois après qu'Angela Merkel a quitté son poste de chancelière, la guerre a éclaté, parce que les adultes avaient tous quitté la pièce, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas prendre parti pour la Russie ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ce que je sais, pour reprendre ton point, c'est que la plupart des gens dans le monde ne voient pas les choses comme les Européens. Guillemot, qu'il y aurait la Russie du mal et les gentils en Ukraine. Parce que comme je le dis dans certains de mes écrits, nous avons déjà vu ce film dans le monde colonisé. Nous l'avons vu, la diabolisation de certains, la glorification d'autres. Nous savons qu'une grande partie de cela est mensonge. C'est bien plus complexe que cela, ou peut-être bien plus simple. Et je pense que toute personne objective qui regarde les faits sait que les Russes disent depuis longtemps « S'il vous plaît, ne vous approchez pas davantage ». Exactement. Avec l'OTAN, et l'OTAN n'a cessé de s'agrandir. Je pense qu'il est très clair pour tout le monde que l'OTAN fait partie du complexe militaro-industriel américain.
ce qui n'était pas quelque chose dont, il y a 10 ans, on parlait beaucoup. À l'époque, si vous mentionniez le complexe militaro-industriel, qui inclut désormais les médias, le monde universitaire et ainsi de suite, on vous disait « Ah, c'est un truc de gauchiste, ça doit venir du camp de Che Guevara ou quelque chose du genre. » Et on affirmait que ce n'était pas réel. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est réel. C'est l'un des groupes économiques les plus puissants des États-Unis. Il contrôle tout. Beaucoup de membres de la Chambre et du Sénat ont des intérêts économiques dans le complexe militaro-industriel, et ils n'ont pas besoin de tous les déclarer. Ainsi, le complexe militaro-industriel regorge met fin. So the military-industrial complex rules as part of the deep state. So what we see is that military-industrial complex. Ce que nous voyons, c'est que le complexe militaro-industriel a commencé à menacer essentiellement l'Europe, et il a maintenant obtenu ce qu'il voulait. Je pense que 5% du PIB consacré aux dépenses militaires, et ainsi de suite, iront au complexe militaro-industriel. Le reste du monde regarde cela et dit « Nous avons déjà vu ce film ». Je pense que personne ne soutient la guerre, personne ne soutient l'invasion, mais tout le monde comprend le contexte. Et on peut le dire simplement, si les Russes ou les Chinois construisaient des bases militaires au Mexique, ou prenons le Venezuela, il y aurait une guerre totale menée par les États-Unis en Amérique latine, ou à Cuba. Cela a failli arriver. Donc vous savez, nous comprenons cela. Les gens sont plus neutres, plus non alignés sur cette question. Mais tout le monde ne sort pas pour dire « les Russes ont fait l'erreur ». Et vous pouvez voir un pays comme l'Inde, qui a été fortement critiqué pour sa neutralité et pour l'achat de pétrole russe. Il existe de nombreuses vidéos, que vous avez sûrement vues, où le ministre indien des Affaires étrangères se fait sans cesse interroger en Europe. Alors, quand allez-vous arrêter d'acheter? Et il répond, en réalité, nous achetons bien moins que vous en Europe. Vous les combattez, vous me demandez d'arrêter d'acheter, mais vous en achetez encore plus. Et vous en dépendez toujours. Je pense donc que cette partie du monde, ces marchés non alignés, ne croient pas à l'idée que les Russes sont les méchants et que les Européens et les Ukrainiens sont les gentils. Tout le monde veut simplement que cela s'arrête. Et c'est en partie parce que nous connaissons ce jeu, nous y avons déjà joué. Je pense qu'il est important de le comprendre. J'ai écrit un article 6 mois après le début de la guerre, mentionnant également la censure. Des gens comme moi sont maintenant, vous savez, l'ennemi public numéro 1 sur les principales plateformes. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant je ne peux plus être invité sur certaines chaînes. En Asie, je le suis encore. J'écrivais autrefois pour certaines des principales publications internationales. Plus maintenant. Dès que vous proposez une analyse plus équilibrée, c'est fini. Mais j'ai tout de même eu quelqu'un du Nikkei qui m'a dit « Rédacteur, j'en ai assez de ce parti pris. Je sais, Chandran, que tu auras un point de vue différent. » Peux-tu écrire quelque chose? Ainsi, si quelqu'un est intéressé, il le verra et le prendra. Et, depuis cette partie du monde, le point de vue est simplement le suivant. Les guerres sont mauvaises, mais quand les victimes sont blanches, c'est une tragédie. Et les guerres sont d'une certaine manière acceptables ou justifiées si les victimes sont brunes, parce qu'alors nous pouvons les qualifier d'États non démocratiques que nous essayons de civiliser, tu vois. Cet article est devenu viral une fois publié, car il dénonçait essentiellement ce que beaucoup d'entre nous pensent. Toutes les guerres sont mauvaises. Personne ne devrait être tué. L'agression d'un grand État contre un plus petit n'est jamais bonne, quelle que soit la provocation. Mais nous vivons dans un monde de géopolitique. La provocation conduit à des conséquences terribles. Mais la réaction en Europe a été si forte, alors que personne n'a eu la même réaction pendant la guerre en Irak pour l'arrêter. CNN et la BBC non plus, la Libye et toutes ces autres choses, sans parler de tout le reste qui se passe. Et regardez la couverture sur Gaza. J'ai écrit cet article,
et je pense qu'il reflète une réaction européenne à notre continent. Mais sans le vouloir, certains journalistes occidentaux ont dit des choses comme « Ces gens sont comme nous », des personnes blondes, blanches, trahissant une attitude profondément raciste, car si elles sont brunes, arabes ou noires, qui s'en soucie? Et c'est quelque chose que nous considérons comme profondément raciste, sous-jacent à une grande partie de ce type de vision. Mais personne ne veut la guerre. Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, ces déclarations choquantes ont été faites sur la BBC et ailleurs par des journalistes qui parlaient simplement avec leur cœur. Donc on sait qu'ils le pensaient vraiment. C'était simplement leur façon de voir les choses. Je dois dire cependant que la capacité des Européens en général à être racistes est encore plus grande que cela, car nous parvenons à surpasser certains Blancs. Vous savez, le plus grand problème de racisme de la Suisse par le passé, et même aujourd'hui, je dirais, concerne les Serbes, les Croates et les Bosniaques de l'ex-Yougoslavie. J'ai une fois montré une photo de mes meilleurs amis, qui sont croates et serbes, à mon ami taïwanais, et il m'a regardé et m'a dit « Quoi, Pascal ?» Ils sont blancs. Oui, oui. Nous parvenons à être racistes, même envers d'autres blancs, si nous trouvons la bonne raison. Mais en ce sens, tu sais, cette capacité à faire la guerre va toujours de pair avec l'utilisation stratégique du racisme. De plus, la manière dont les Allemands ont représenté les Juifs pendant le génocide, comme des figures très extravagantes, n'est-ce pas? Et cela continue aujourd'hui avec les Russes, et ainsi de suite. Donc, tu vois, toute cette mascarade de l'ère libérale, celle d'avoir surmonté le racisme, d'être inclusif, etc., tout cela ne sert à rien. C'est une grande illusion destinée à croire que tout va mieux maintenant. Nous sommes multiculturels, nous sommes inclusifs et tout cela. Encore une fois, il y a une industrie autour de cela. Mais puis-je simplement ajouter un point ici, également pour vos téléspectateurs? Le racisme existe partout dans le monde. Nous devrions le reconnaître. Et il y a de nombreuses raisons à cela. C'est une des failles de la condition humaine. Je pense que certaines régions du monde se sont améliorées. Il y a du racisme en Inde, et chaque fois que j'en parle, les auditeurs disent « Oh, il y a du racisme ici ». C'est tout à fait vrai. La seule différence, c'est que très peu de nations, grandes ou petites, et je ne l'appelle pas le Sud global, nous pouvons trouver un autre terme, car je pense que c'est un terme condescendant sur lequel j'ai déjà écrit. Je vous enverrai l'article à ce sujet. Mais la différence, c'est qu'aucune autre nation n'a mené de campagne à grande échelle, persistante et extrêmement violente pour nuire à d'autres sur la base de la race et pour les rabaisser en tant qu'êtres humains, comme les Européens l'ont fait à travers le monde. Et cela est ensuite devenu une manière de penser profondément enracinée, presque un schéma psychologique. Je veux donc être clair. Le racisme existe en Inde, en Indonésie, dans certaines régions d'Afrique, mais aucun de ces pays n'a infligé de tort à d'autres à une telle échelle. Certains diront peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir de causer autant de tort. Eh bien, tant mieux. Au moins, cela nous sert de protection, n'est-ce pas? L'argument que j'ai entendu, même de la part d'Asiatiques issus des élites, c'est que si la Chine avait plus de pouvoir, elle irait bombarder le Japon. J'ai répondu, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est donc une discussion qu'il faut avoir. D'abord, reconnaître que le racisme est, malheureusement, dans différentes parties du monde, une composante de la condition humaine. Mais en ce qui concerne les questions structurelles et la militarisation de cette vision, celle selon laquelle nous pouvons infliger du tort à autrui parce que nous le considérons comme inférieur en raison de sa race ou de sa religion, c'est ce que l'Occident a fait, et l'histoire l'a consigné au cours des 300 dernières années. Il existe d'autres régions du monde où ce type de racisme a provoqué des affrontements, mais pas à une telle échelle. Je veux simplement que cela soit très clair.
Et c'est quelque chose que les Européens, pour revenir à notre conversation précédente, et les Américains refusent de reconnaître. Ils refusent d'en voir la nature persistante. Et pour le reste du monde, cela a refait surface à Gaza. Oui, ce sont des points très très bons et pertinents. Cependant, selon vous, quel est le meilleur prisme pour comprendre ce qui se passe? À titre d'exemple, hier j'ai assisté à un webinaire avec Radhika Desai et Jeffrey Sachs. Et tous deux ont souligné que l'école réaliste des relations internationales est fondamentalement très conciliante à l'égard de ces crimes. Car elle affirme, regardez, c'est ainsi que nous, Européens, nous comportons. C'est ainsi que tout être humain se comporte. Par conséquent, il est rationnel que ce type de violence se produise. Et je ne veux pas attribuer à de grands analystes comme John Mearsheimer et d'autres l'intention de faire cela. Mais le fait de présenter les choses de cette manière tend à camoufler d'autres éléments, comme ce que vous avez mentionné, l'impact du racisme sur la manière dont ces nations interagissent. Donc, selon vous, quelle est la perspective la plus éclairante pour analyser le système mondial? Tu veux dire en termes de racisme? En termes de dynamique ou de changement de pouvoir. Eh bien, le changement structurel auquel nous sommes confrontés en ce moment est le démantèlement, comme je l'appelle, de l'ancien système, partiellement démantelé par la décolonisation, qui n'a pas été accordée au peuple, mais essentiellement conquise à travers des guerres de résistance. Ce processus s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale et a culminé avec l'indépendance de nombreux pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique dans les années 1960, et même jusque dans les années 1970, n'est-ce pas? Donc cela a commencé à se produire, et nous savons que cela existe encore. Cela existait en Afrique pendant l'apartheid, après les années 90. J'ai vécu longtemps à Hong Kong. La colonisation y était encore la règle, jusque dans les années 1970. Donc, le prisme que je proposerais, plutôt que de regarder l'Afrique et ainsi de suite, serait de considérer Hong Kong comme un exemple de déconstruction. Jusqu'en 1987, et non 1987, Hong Kong était une colonie britannique. Dès qu'elle est revenue à son souverain, c'est-à-dire la Chine, et même 25 ans après cela, les Britanniques, les Américains et l'Occident restent profondément mal à l'aise avec cette idée. En particulier les Britanniques et leurs alliés américains. C'est une sorte d'arrogance anglo-saxonne. Nous seuls pouvions faire de cet endroit l'un des plus grands centres financiers du monde, n'est-ce pas? Et maintenant, cette amertume a conduit à d'immenses campagnes, menées par le Wall Street Journal et d'autres, pour diaboliser Hong Kong. Et en 2019, nous avons eu des émeutes, des jeunes marginalisés, et ainsi de suite. Mais le scénario était très clair. Il s'agissait d'une ingérence étrangère. Je suis résident de Hong Kong, je ne suis pas chinois, et j'ai vu très clairement qu'il y avait beaucoup d'infiltration. Au plus fort des émeutes, j'ai vu des hommes blancs costauds à de nombreux coins de la ville orchestrer les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes n'avaient pas de griefs. Je partage bon nombre de leurs préoccupations concernant les conditions économiques, entre autres. Mais les griefs de Hong Kong qui ont été exploités n'ont pas été créés par le Parti communiste chinois. Elle a en réalité été créée par le système colonial britannique, qui a mis en place une économie extractive fondée sur la terre. Une économie dont seuls quelques-uns, y compris la couronne, ont tiré d'immenses bénéfices. Ainsi, la jeunesse s'est essentiellement rebellée contre ces dures réalités économiques. Mais cela a été transformé en un récit selon lequel elle manquait de liberté. J'ai soutenu que la manière de dépasser cette structure coloniale d'approvisionnement en terre
qui a engendré une large privation de droits serait que le Parti communiste chinois s'implique et propose des politiques plus égalitaires, non fondées sur le marché, afin de réformer le système foncier, un peu comme ce que Singapour a fait sous Lee Kuan Yew. C'est à travers ce prisme que je le vois. So that's one lens of looking through it that I see. It's dismantling old systems of market capitalism. Il s'agit de démanteler les anciens systèmes du capitalisme de marché, les marchés libres, l'accès aux ressources, et ainsi de suite. Et toute la question de la géopolitique, comme je commençais à le dire, concerne le contrôle des voies d'extraction des ressources, de l'accès au marché et de la financiarisation du monde. Si un système alternatif commence à émerger, il commence à retirer les privilèges de l'ère post-coloniale, où, après le départ des troupes, le contrôle a été remplacé par des institutions comme le FMI et l'OMC, qui continuaient à façonner ce à quoi ressemblait la mondialisation. On peut donc aussi envisager les choses sous cet angle. Tout ce discours sur la démondialisation, il exige une réflexion très approfondie. This is very shallow thinking. There's no such thing as deep. Il n'existe pas de véritable démondialisation. Ce qui se passe, c'est un changement des règles de ce qu'on appelait autrefois la mondialisation. Des règles conçues pour nous avantager de manière disproportionnée. Cela a été considéré comme la norme. Réécrivons les règles, vous viendrez à la table. Vous ne comprendrez peut-être pas ces documents juridiques complexes, parce que vous n'avez pas les institutions nécessaires. Mais signez quand même. Et si vous êtes faible, vous signez. Mais si vous êtes plus fort, comme la Chine ou l'Inde, vous ne le faites pas. Je veux dire, on oublie souvent que la Chine a probablement été le pays qui s'est le plus opposé aux accords de Doha, aux tarifs douaniers et aux GATT, parce qu'elle ne voulait pas que ses rues se retrouvent remplies de magasins Tesco et autres. Elle considérait toujours que les commerces locaux, les marchés, etc., devaient être dominés par les habitants et servir d'espace à leur propre croissance économique. On peut envisager cela de nombreuses façons. Je dirais que la mondialisation est simplement en train d'être redéfinie et que d'autres font entendre leur voix. Appelez-la comme vous voulez, mais dès qu'un Chinois va commercer en Inde, c'est de la mondialisation. Nous n'avons pas besoin de règles particulières pour cela. Bien sûr, nous voulons nous assurer que les gens ne s'exploitent pas les uns les autres. Et c'est pourquoi nous avons certaines manières d'aborder ces questions. Les tarifs douaniers, entre autres. Mais il n'y a pas de démondialisation. La démondialisation est un concept fondé sur la peur, insufflé par ceux qui ont écrit les règles à l'origine et qui n'arrivent pas à accepter le nouvel ordre mondial, où d'autres écrivent les règles et affirment qu'il existe différentes manières de faire les choses, le commerce et la coprospérité. Voilà comment je le vois. Et c'est là la véritable tension à laquelle nous sommes confrontés. J'ai pas mal parlé du fait que les tarifs douaniers sont, en somme, une faveur que le président américain a faite en prenant conscience que l'ancien système ne fonctionne plus. Il réagit parce que ce système s'effrite alors que d'autres pays cherchent à faire les choses autrement. La mondialisation que les puissances économiques américaines désiraient tant les a conduites à dire « Nous ne fabriquons plus de téléphones, nous les faisons fabriquer en Chine ». Et cela a eu des conséquences pour l'industrie américaine. Et cela préoccupe les Américains, bien sûr, et c'est normal. Mais ne punissez pas les autres parce que vos élites ont gagné beaucoup d'argent grâce à cela. Ne nous punissez pas. Trouvons un moyen de ramener l'industrie aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, me mettre un pistolet sur la tempe et dire « Fabriquez tous vos téléphones en Chine, en Inde ou aux États-Unis ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, car c'est le système que vous avez créé. Maintenant, vous devez trouver une autre solution. Et les Américains pensent qu'ils peuvent intimider le reste du monde pour qu'il restructure son économie. Eh bien, le reste du monde ne va pas broncher. Non, très bien dit.
Et en fait, je pense qu'à un moment donné, même les États-Unis commenceront à comprendre cela. Car ce qui s'est passé la semaine dernière, pour la première fois, c'est que les Chinois ont effectivement mis en place des exigences nationales en matière de licences d'exportation, ce qui aura un impact sur la capacité du complexe militaro-industriel américain à produire ses instruments de guerre. Cela aura des conséquences, et ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils sont si furieux et si en colère. Ils ne peuvent rien y changer. That's why they're so mad and so angry. But they can't change it. They cannot. Ils ne le peuvent pas. S'ils voulaient investir, et j'ai lu quelque part qu'ils devraient investir des milliards de dollars pour créer un système d'approvisionnement alternatif, cela prendrait 10 ans. Exactement, ça prendrait beaucoup de temps, et cela se répéterait. Alors, quelle est la réaction? Encore un réflexe impulsif. Nous allons vous mettre le couteau sous la gorge et augmenter les droits de douane de 100%. Vous pensez que les Chinois vont céder? Quand allez-vous comprendre? Les Indiens ne vont pas céder. Et l'autre chose que je pense que les Américains, et particulièrement les Européens, ne comprennent pas, c'est que cette époque est révolue. Vous avez peut-être du pouvoir économique et vous pouvez exercer une certaine pression, mais vous n'allez intimider ni dominer personne. Et cela se voit dans la réaction indienne. Vous savez, quand les choses se corsent, et je le dis, si les Chinois constatent qu'ils doivent endurer une année de difficultés, appelons cela ainsi, et je ne pense pas que ce soit le cas, on peut déjà voir que l'économie chinoise a réduit la part de ses exportations vers les États-Unis à environ 10%. Si l'on regarde différentes données, ils ne dépendent pas des États-Unis. Mais supposons, pour une raison quelconque, que les États-Unis et les Européens fassent pression sur de nombreux pays parce que la Chine a diversifié ses exportations vers d'autres nations. Les Chinois diront simplement à leur population, 1,3 milliard de personnes, « D'accord, tout le monde, période difficile pour les 2 prochaines années. Serrez la ceinture. » Que font les Chinois? Ils se serrent la ceinture. C'est une civilisation, une société qui comprend. Et se resserrer pour eux fait partie de cette résilience intégrée, car le chaos reste encore présent dans la mémoire vivante de nombreux Chinois. Les Américains ne comprennent pas cela. Ils comprennent la conquête, l'abondance, et nous dominons. Et si l'Amérique souffre, ce qui est le cas, une guerre civile de faible intensité est en train d'émerger, ce qui est regrettable. Personne ne souhaite voir l'Amérique décliner ou s'enfoncer davantage dans les difficultés, mais de nombreux Américains souffrent. Les Américains doivent endurer davantage de douleur, et c'est déjà en cours. La première réaction de l'administration, et pas seulement de l'actuelle, est de punir le reste du monde pour compenser la cause de cette souffrance. Car ce sont les autres qui enfreignent les règles et commencent à prendre en main leur propre destin. Donc, sur un ton ironique, je dis que les Chinois vont se serrer la ceinture. Mais essayez de dire aux Américains, peut-être manger un bol de riz de moins par jour, au lieu de vous laisser aller. Mais les Américains n'accepteront pas qu'on leur dise « il faut boire un coca et manger un burger de moins par jour », car là, les armes sortiraient. C'est un peu l'analogie grossière que j'utilise pour décrire l'incapacité à accepter un nouvel ordre mondial et à changer de l'intérieur. Parce que cet ordre mondial ne va pas vous attendre, à moins que vous ne pensiez être si exceptionnel que vous n'ayez pas besoin de changer. Je crois que c'était Ronald Reagan qui a répondu au président Carter, il y a 40 ans, lorsque Carter disait que nous ne pouvions pas continuer à nous laisser aller et à consommer. Carter a été le premier président à dire cela parce que tout tourne autour de la consommation. Vous savez, la géopolitique des ressources. Si je contrôle tout, alors mon peuple peut manger des choses bon marché. En laissant de côté l'abondance, les impacts sur la santé et tout le reste que nous connaissons, l'économie semble croître, mais les conséquences sont graves. Et je crois que Ronald Reagan a dit ceci. Nous ne négocions pas le mode de vie américain.
Eh bien, ils doivent négocier maintenant, et ce sera très douloureux. Le problème, c'est que la douleur à l'intérieur de la politique américaine, en ce moment, entraîne une réaction instinctive visant à infliger de la douleur au reste du monde par des interventions économiques et militaires. Oui, c'est pour ça que je pense qu'un des principaux objectifs est de trouver comment prendre les États-Unis par la main et leur dire « Non, tout ira bien. Nous pouvons prospérer ensemble. Vous n'aurez pas besoin de vous restreindre. Tout ira bien. Laissez les armes là où elles sont. » Mais bon, c'est une discussion pour une autre fois. Chandran, si les gens veulent lire vos écrits, quel est le meilleur endroit pour vous trouver? Oh, merci. Je pense que le meilleur endroit, si vous voulez voir certaines des interviews que j'ai faites, c'est simplement d'aller sur YouTube et de chercher mon nom. J'ai fait une interview avec le commentateur chinois Zhang Weiwei qui a eu beaucoup de vues. Et pour mes écrits, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Global for Tomorrow, www.giftinst.com. Je mettrai le lien vers votre site web dans la description de cette vidéo ci-dessous. Tout le monde, allez voir l'analyse de Chandran, s'il vous plaît. Monsieur Lotaz, Chandran, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis-je simplement dire, si vous me permettez 30 secondes, que j'ai un nouveau livre qui va bientôt paraître et que je pense que les gens trouveront très intéressant. Il s'intitule Understanding China. À l'origine, il a été rédigé comme un rapport pour le Club de Rome, mais en raison du grand intérêt qu'il a suscité, l'éditeur universitaire Routledge a décidé de le publier. Il sortira en novembre, et les précommandes sont disponibles sur le site web. Le livre s'appelle Understanding China, et il ne s'agit ni de critiquer, ni de faire l'éloge de la Chine. La plupart des livres sur la Chine disent soit « la Chine est formidable », soit se contentent de la critiquer. Ce livre ne fait ni l'un ni l'autre. Il dit « Voici la Chine, à vous de la comprendre », et il fournit de nombreuses données. Il est rédigé de manière simple, afin que le lecteur moyen, sans ton académique, puisse le comprendre et tirer ses propres conclusions. Tu sais ce qu'on fera en novembre, une fois que ce sera sorti? Écris-moi à nouveau. On pourra refaire une discussion ou peut-être un panel avec un ou deux autres critiques pour parler de la Chine, car c'est un sujet vraiment crucial. Tellement crucial. Chandran Nair, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Au revoir. Bye-bye.